Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce BDS. On est ensemble tout simplement jusqu'à la petite demi-heure qui nous va bien pour parler de football, parler de l'Olympique de Marseille avec l'équipe du BDS. Dans 3 jours, c'est le retour du championnat. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Il y a eu des réclamations hier soir. Il y a eu des réclamations après les entretiens qu'on a pu faire passer. Il manquait visiblement 2 joueurs, et c'est vrai qu'il manquait 2 joueurs. Il manquait notamment Ismaël Koné, qui est un joueur très important dans le dispositif de De Zerbi. Ismaël Koné, Jaco, tu as envie de lui dire quoi ? On va déjà dire que oui, il a manqué 2 parce qu'on n'a pas le temps requis pour pouvoir faire tout le monde. Évidemment, il y a aussi des remplaçants, il y a des jeunes joueurs. Donc ce soir, si tu me demandes de parler de Koné, alors Ismaël Koné est venu ici dans notre club à Olympique de Marseille. Il a fait cet été, il était en difficulté au niveau physique puisqu'il est arrivé blessé. Donc il a eu un petit moment pour pouvoir se remettre au niveau. On l'a vu faire un match à Lyon où il a été encore une fois pas très à l'aise avec des contrôles un petit peu larges. J'ai besoin de le voir un peu mieux, besoin de le voir un peu plus régulier. On sait tous que c'est un bon joueur, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour l'instant, Olympique de Marseille, on a besoin de voir mieux que ça. On n'a pas fait l'entretien non plus d'un garçon qui s'appelle Derek Cornelius. Certes, il est blessé. On a pu le voir sur plusieurs matchs. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'autre Canadien de l'effectif, Steph ? Quand il est venu, moi j'étais très sceptique lors de sa venue. Il a eu un début de saison assez compliqué. Et après, il a réussi à rehausser son niveau de jeu. Et maintenant, avoir du temps de jeu, continuer à faire des bonnes prestations. Parce qu'au plus on aura des joueurs qui arrivent à se sentir à l'aise dans leur poste et dans cette équipe-là, au mieux se portera l'Olympique de Marseille. Voilà, donc tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'essayer d'enchaîner et de monter crescendo de niveau en niveau. Alors, les entretiens sont terminés. Ouais, ça y est, normalement, on ne devrait plus avoir de réflexion ou en tout cas d'oubli. Et ouais, effectivement, vous n'avez pas parlé d'Ismaël Koné. On va faire un petit bilan aussi de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné depuis le début de la saison. On va faire un peu l'inverse de ce qui se passe dans les prétoires. On va dire c'est l'avocat de la défense qui va d'abord prendre la parole, Maître Jacques Bail. Jaco, si tu regardes le verre à moitié plein, de ce qu'on a pu voir, de ce qui a été mis en place par De Zerbi, tu dis quoi ? Qu'est-ce qu'il faut garder pour se projeter pour la prochaine partie ? Ce qu'il faut garder déjà, évidemment, c'est les victoires à l'extérieur. On voit que l'Olympique de Marseille est performant à l'extérieur. On a été bon, voire très bon dans certains matchs. Bon, je me rappelle le match de Toulouse où on a été très efficace. Les 10 premières minutes, on était en difficulté. Puis après, on s'est véritablement imposé. On a vu que la saison dernière, c'était difficile de pouvoir jouer à l'extérieur. Et l'OM, cette année, fait de très très bons résultats à l'extérieur. Donc malheureusement, on n'a pas la même chose à domicile, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on est performant. Steph, l'avocat général que tu es, Maître Steph Martins, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de compenser cette lacune que nous avons au Vélodrome ? Qu'est-ce qu'il faut effectivement modifier ? Je pense qu'il faudrait modifier le choix tactique, essayer de modifier en mettant un peu plus de joueurs au cœur du jeu. Pourquoi pas essayer sur un 2 matchs avec 2 avant-centres et un joueur derrière pour les alimenter dans la verticalité. Voilà, c'est surtout dans ce secteur-là qu'il faudrait s'améliorer et trouver un plan B, parce que si tu joues de la même manière que tu es à l'extérieur, où oui, tu as ce don-là d'aspirer l'adversaire pour mieux le contrer, à domicile, c'est différent. Tu dois faire du jeu, donc pour faire du jeu, il faut des joueurs. On sait que souvent, c'est la bataille du milieu qui se gagne, et on l'a vu sur les précédents matchs où on est pratiquement en infériorité numérique et on n'arrive pas à alimenter nos avant-centres. Mais Steve, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on puisse parler de notre état d'esprit. Tu as vu au Vélodrome, l'état d'esprit. Des fois, dans le débrief, quand tu nous rejoins, tu en as assez à chaud comme ça te saoule de voir des joueurs accompagner les adversaires. On a vu combien de fois on n'a pas fait de fautes, on n'a pas été assez sur l'orme. Voilà. On a combien de fois on n'a pas subi, on n'a pas mis l'intensité qu'il aurait fallu mettre dans ce genre de rencontre. Mais j'ai vu des matchs, je me suis dit mais c'est pas possible, jamais on va aller au contact. Alors je dis pas de prendre des cartons jaunes, mais quand même
même, il faut un petit peu bouger l'adversaire. Et là, malheureusement, on les bouge pas assez, les gars. Les gens, ils arrivent au Vélodrome, ils se disent, mais pourquoi pas? Alors qu'auparavant, des équipes comme Auxerre, sans me faire offense à des petites équipes, elles tremblaient quand elles venaient au Vélodrome. Donc ça, on doit le relever. C'est pas possible, Marco. Tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Parce que là, il arrive des gros et il faut être plus performant au niveau du physique. C'est indispensable. On a vraiment du mal contre les équipes qui nous rentrent dedans? Oui, parce qu'on le voit. Après, est-ce que c'est vraiment du mal? Tu vois que même les joueurs, plusieurs fois, Jacques l'a répété dans cette émission, quand Thiaro qui prend la profondeur et qui est obligé de revenir parce qu'il y a des gueules et que le ballon il finit dans les pieds de Roulis, tu te dis, mais et tu es à domicile, et tu es en train de perdre. Quand on voit la gestuelle de Heubière face à Auxerre, tu dis, non, mais les gars, on perd 3-0, on dit calme? Non. Il faut emballer le match, et c'est comme ça que le public suit derrière, et après ça fait une alchimie et ça donne des ailes aux joueurs. La problématique, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est comment tu peux te permettre d'être aussi fragile et fébrile au Vélodrome avec une moyenne de 65 000 spectateurs qui te poussent de la première à la 90e minute. Et tu te dis, tu fais même un parcours moyen, on va dire, à domicile, tu es à hauteur de Paris. Mais oui. Face à des petites équipes. Mehdi Benassia, il nous disait, il nous faut des joueurs de caractère. Mais tu en avais un de joueur de caractère, il s'appelle Matteo Guendouzi. On l'a laissé partir, Matteo Guendouzi. Juste à lui, tu lui dis ça? C'était un joueur. C'était son chouchou. Je sais que c'était son chouchou. Et donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas un tricheur. En équipe de France, pourquoi l'équipe de France, elle a performé? Parce qu'il n'y avait pas de tricheur. Il y avait ces mecs qui mettent de l'intensité. Moi, je me rappelle au Vélodrome, quand il rentrait, Matteo Guendouzi, rien que d'en parler, j'ai le frisson. Avant le match, dans la préparation, mais il rentrait, il était heureux de rentrer avec ses cheveux là. Il rentrait le premier, il mettait déjà de l'intensité. Mais c'est ça aussi le football, les gars. Il faut de l'intensité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas on n'a pas dans toutes les lignes des joueurs de caractère. Tu n'as pas de véritable leader, de quelqu'un avec de la personnalité. Quelquefois, il faut prendre le match à son compte. Moi, je veux bien, les gars, ces entraîneurs qui te donnent des directives, ok. Mais je vais te donner un nom. Un gars qui s'appelle Fabien Barthès. Moi, j'ai vu dans une interview, il a dit, mais les gars, à un moment donné, des fois, on disait, mais ce qu'il disait l'entraîneur, on s'en foutait, on voyait ce qu'il fallait faire pendant le match. L'entraîneur, il te donne des directives, mais si tu vois qu'il faut faire autre chose, c'est à eux aussi de se bouger et d'essayer de changer. Si tu vois que ce qu'il te donne, là, on dirait qu'on a des œillères, ce que demande l'entraîneur, on le fait, on a peur de, attention, il m'a dit de parler là-bas. Non, mais les gars, on peut prendre le jeu à son compte. Il faut prendre des initiatives. Et ces joueurs-là, il n'y a que des joueurs de caractère. Un Alexis Sanchez, par exemple, lui, il fait son jeu. C'est un mec qui a quand même l'habitude de jouer, il a une notoriété, il a du charisme pour pouvoir faire ce genre de trucs. Donc je pense que, tu vois, ces joueurs qui sont arrivés, qui sont bons, Greenwood, Jonathan Rowe, ils sont pas encore, ils sont très bons, mais ils n'ont pas le caractère pour pouvoir faire ce genre de réaction. Et je pense que c'est indispensable. Il y a toujours l'impression qu'il manque toujours ce petit truc. Voilà. De folie. Là, tu as deux joueurs de couloir qui sont tout simplement exceptionnel. Tu n'as pas cet Alexis Sanchez pour récupérer les ballons, tu n'as pas cet Aubameyang pour finir les actions. Il te manque toujours quelque chose d'année après année. C'est ça qui est dommageable. Mais moi, je me répète, et oui, je rejoins Jacques, où il n'y a pas que la défense. On sait que les premiers défenseurs, c'est les attaquants. On est d'accord, ça part de là, le pressing. Mais le pressing, il faut qu'il soit organisé. Et souvent, si tu as le ton numéro 9 qui fait que faire le pressing, et que derrière, tu as 30 mètres, tes milieux sont à 30 mètres derrière, ça sert à rien, tu vas le cramer. Donc c'est un ensemble aussi. Mais défensivement, pour moi, quand tu parlais de ligne, on va te dire, ouais, Balerdi, c'est encore jeune. Faut pas l'oublier. Il a fait encore hier un match de 90 minutes avec l'Argentine, ce qui est très très bien, parce que ça lui amène de la confiance, il a été titulaire, mais c'est encore jeune. Et moi, on me lève pas de la tête que si on veut vraiment lui faire franchir un, voire deux paliers, il va falloir lui mettre un mec qui a vraiment joué dans des gros clubs en Europe, avec pas mal d'expérience, entre 28 et 32, 33 ans, qui a connu les joutes de la Ligue des Champions pour vraiment lui faire monter des paliers. C'est pas à lui, à 25 ans, d'avoir la responsabilité entière de la défense de l'Olympique de Marseille. Jaco, tu rappelles régulièrement, depuis plusieurs saisons d'ailleurs, et pas simplement depuis l'arrivée de De Zerbi, que au bout de quelques semaines, les équipes lisent le jeu de l'OM, l'analysent, anticipent et viennent au Vélodrome uniquement pour bloquer le jeu marseillais et du coup ça contrarie tout de suite et ça fait déjouer à la maison.
Oui, évidemment. Je te parle souvent de ça parce que nous, on avait un analyste vidéo, pour rien vous cacher, quand on était à Montpellier, qui était performant, qui d'ailleurs aujourd'hui est au Barça. Donc c'était quelqu'un, un jeune talentueux. Mais ce gars-là, quand il t'étudie l'adversaire, je peux te dire que, franchement, ils te mettent en place des choses et tu te dis, ouais, franchement, on peut faire du bon boulot. Nous, on est venu à Marseille contre l'équipe de Bielsa, avec une équipe de jeunes joueurs, avec Stambouli, Jonas Martin, Brian Dabo, des Morgan Sanson. Il y avait des Rémi Cabella, des petits joueurs, des petits jeunes joueurs du centre de formation. Et on est venu gagner contre Bielsa, qui était un tacticien. Mais parce que l'analyste vidéo nous a fait une préparation de ce match où tu te dis, bon, voilà. Après, il y a les tenants et les aboutissants, il y a aussi les joueurs qu'il faut qu'ils fassent leur boulot. Mais déjà, le préparateur, il te prépare déjà. Donc, je pense, en plus, maintenant, en 2024, avec tout ce qui est informatique, toute répétition de match, ils ont des façons de travailler qui nous mettent en difficulté. Et nous, on est en difficulté, on le voit régulièrement. Quand tu as l'expression, tu peux jouer 100 ans, tu marqueras jamais. C'est pas normal. C'est que tu n'y arrives pas, c'est que quelque part ton plan, il est bloqué. Et donc, ce que l'on souhaite régulièrement, c'est avoir une deuxième façon de jouer, voire une troisième. Parce que si ton plan, il est lu et archi-lu, et que tu continues comme ça, moi, c'est ce que je reproche à Roberto De Zerbi, c'est que avoir la possibilité de se dire, bon, allez, je vais mettre 2 attaquants, on va changer, parce que ça passe pas. Tu te rends bien compte, on s'en est pris à Mopé. Mopé, la première mi-temps, il est rentré, c'était la même chose. Il touche jamais un ballon, nos attaquants. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème tactique. Steph, tu es d'accord avec Jaco, pas assez d'imprévisibilité dans les choix de De Zerbi, pas de plan B, pas de plan C? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, oui. C'est ça, c'est que tu attends que l'entraîneur soit en réaction, et c'est là où on voit aussi tout le panel que peut avoir ce coach-là, et c'est là où on l'attend. Quand ça va, bien sûr qu'on crie au génie, mais là où on l'attend, il y aura toujours des matchs où tu seras un peu dans le dur. Et c'est là où tu attends qu'il apporte sa touche. Certes, il prépare son 11 toute la semaine avec ses dispositifs tactiques en ayant analysé l'adversaire, mais si tu vois que ça fonctionne pas, tu dois pouvoir amener quelque chose. Et c'est là où on l'attend. Et pour l'instant, à domicile, il a beaucoup de mal à changer sa philosophie de jeu. On parlait de difficultés face à des équipes qui nous rentraient un petit peu dedans. On sait que face à Lens, c'est souvent des matchs engagés, des matchs où ça joue au ballon. Mais par contre, c'est toujours des matchs virils et engagés. Ça sera le cas samedi après-midi. C'est sûr et certain, Marco. Ça sera engagé. Oui. Il faut un curseur de l'engagement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du match. C'est compliqué, ce sont des joueurs professionnels. Il ne faut pas être trop engagé, mais il ne faut pas être sous-engagé. Il faut avoir vraiment la justesse, il faut se faire respecter. Déjà, dans ton secteur, quand tu es défenseur, il faut montrer à ton attaquant adverse que chez lui, tu es chez moi. Et ici, tu ne toucheras pas le ballon. Déjà, alors avec des petits mots, les gars, on a toujours le ballon. Il y a des petits gestes, il y a des petits trucs à faire. Il faut se faire craindre, il faut se faire respecter. J'ai l'impression que nous, on accompagne les adversaires. Alors, je demande pas à Balerdi de prendre un rouge dans les 5 premières minutes. Mais quand même, les gars, il y a aussi des façons de faire. À Lens, entre le public, le climat, l'ambiance, l'atmosphère, si tu vas en promenant, attention, tu es mort. Donc il faut vraiment avoir un état d'esprit conquérant. Parce que ce fameux match âpre, c'est ça, c'est le fameux match qui sera difficile à gagner. Avec un enjeu comptable aussi, on rappelle que le Racing Club de Lens est 8e au classement, mais qu'ils sont 8e à 3 points. Simplement de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il faut regarder devant pour essayer d'être le plus haut sur le podium, ou est-ce qu'il faut regarder derrière aussi que ça revienne pas fort? Déjà, il faut faire ton championnat. Donc déjà, si tu arrives à faire ton championnat et aujourd'hui, au bout de la 10e, 11e journée, tu es 3e, donc tu respectes les ambitions du club. Après, comme on l'a dit là, avec quelques accrocs à domicile qui sont dommageables, parce que tu aurais pu être beaucoup plus haut. Mais oui, ce match-là, tu es censé rencontrer, quand tu rencontres Lens, quand tu rencontres Lille, quand tu rencontres Monaco, quand tu rencontres Rennes, des concurrents directs aux places européennes, et voir pour, entre guillemets, les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc c'est sur ce genre de match-là que tu dois te jauger. Et là, les 4 matchs qui arrivent, c'est des matchs vraiment importants. Je mets Saint-Etienne aussi, parce que Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, ça reste toujours pareil, une ambiance et tout, même si l'Olympique de Marseille a un 11 où tu peux être dessus, on l'a vu à domicile face à Auxerre, face à Reims, même si tu es censé être au-dessus avec un budget pratiquement 10 fois plus élevé, tu n'arrives pas à gagner. Donc ces matchs-là, il va falloir vraiment rentrer en mode, comme je dis souvent, Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il faut y aller
et essayer de prendre le jeu à ton compte et de leur montrer, comme il dit Jacques, dans chaque zone du terrain, que pour passer, il va falloir que le mec il en fasse vraiment beaucoup plus. Mais si tu n'as pas cet état d'esprit-là, et comme il te l'a dit, si tu vas un peu avec un minimum de nonchalance, sur ce genre de rencontre-là, tu vas le payer cash. Tu sais, Steffi, on en a qu'un de match référence à ce niveau-là, c'est le match Lyon. contre Lyon. Ah oui. Voilà, c'est ce que tu as produit à Lyon. C'était splendide. C'était merveilleux. Comment il est possible de ne pas arriver à faire à 10 contre 11, de ne pas réitérer ce genre de match? Tout le monde a été au-dessus de la moyenne. Eh oui. Tout le monde a mis de la passion. C'est les mêmes joueurs. On n'a pas changé 15 joueurs. Comment on peut passer du blanc au noir comme ça? C'est pas possible. Donc quand les gens ils te disent ouais mais l'état d'esprit ça n'a rien à voir, mais les gars vous voyez bien que le match contre Lyon, si tu n'avais pas l'état d'esprit, tu n'en serais pas là. Tu ne gagnes jamais. Tout le monde avait envie de jouer et il y avait un peu plus de liberté. On a vu ce Jonathan Rowe être capable sur le dernier but de pouvoir provoquer, de dribbler. Et s'il marque ce but, c'est parce qu'il a dribblé. Donc je pense que ce genre de joueurs, il faut aussi leur laisser un peu de liberté d'expression footballistique. On a parlé des joueurs à caractère qu'on espère le plus souvent dans l'effectif marseillais. Un des papas, j'ai la voix qui part, de la défense marseillaise la saison dernière, c'était Chancel Mbemba. On a brièvement parlé de Chancel Mbemba. On sait le bras de fer qu'il y a toujours depuis des mois avec la direction de l'Olympique de Marseille. On connaît l'intérêt que désormais ont plusieurs clubs, et notamment le Stade brestois. Pour le mois de janvier, quel est votre avis sur la situation? C'est clair que si tu peux le transférer, récupérer un petit billet et derrière donc économiser son salaire, il faut foncer. Voilà, faut que. Mais après, ça c'est côté Olympique de Marseille. Après, est-ce que lui il a envie d'aller à Brest? Ça, elle est là la vraie question. Qu'il y ait des propositions, c'est bien, mais est-ce que le joueur va accepter? Il a envie de jouer. Oui, mais est-ce que le joueur va accepter ces propositions-là? Et si c'est ça, c'est gagnant-gagnant pour les deux, et ça serait que bénéfique pour l'Olympique de Marseille et pour Mbemba, pour qu'il retrouve le terrain, et après il fera ce qu'il a à faire. Et on lui souhaitera une bonne fin de carrière. Ouais, mais lui, il faut qu'il fasse attention. Il faut franchement qu'il fasse attention, parce que là, tu me dis peut-être que Brest, est-ce que ça va l'intéresser? Mais à un moment donné, il faut que tu fasses ce qui vient, parce qu'il faut jouer. Comment tu veux que Chancel Mbemba, au mois de juin, voire au mois d'août prochain, parce que s'il n'a pas joué jusqu'au mois d'août prochain, tu puisses le faire venir dans un club et qu'il soit performant dès le premier match? Ça sera difficile. Ça sera très compliqué. C'est un joueur qui n'aura plus joué, avec un mental désabusé. C'est difficile. Alors oui, il joue avec l'équipe nationale, mais il joue très peu. Donc pour lui, moi, si j'étais son agent, je le conseillerais, je dis prends ce qu'il y a, prends ce qui vient. Financièrement, c'est pas grave, on s'arrangera toujours, mais il faut que tu retrouves la compétition, et à ce moment-là, ça sera plus facile pour moi de pouvoir te vendre ou essayer de trouver un autre club au mois de juin prochain. Il y a effectivement cette histoire d'indemnité que le club veut absolument avoir pour libérer Chancel Mbemba. Est-ce que le fait d'économiser un salaire qui est pas neutre, c'est pas simplement déjà une bonne idée? Oui, ce que je te dis, si tu arrives à t'en séparer et que le projet qui lui est présenté lui convient, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Après, faut pas oublier, je parlais tout à l'heure de Balerdi, mais quand il était à côté d'un Chancel Mbemba, qui est beaucoup plus âgé, international, qui a joué à Porto et qui était expérimenté en Ligue des Champions, on a vu que Balerdi, c'est à cette période-là où il a explosé. Et ça, c'est typique de ce que je disais juste avant. Donc, si tu arrives à le faire transférer, à économiser son salaire... Plus les charges, pour pouvoir derrière, peut-être aller chercher quelqu'un d'un peu plus important au mercato d'été, pourquoi pas? Et puis on reparle aussi de la piste... Paul Pogba, c'est sûr que c'est le serpent de mer. Tranquille. On parle de plein de choses. Il y a plein de noms qui sortent. Est-ce que ce sont des grosses saucisses? Est-ce que la piste, elle est crédible? On sait que la Juventus de Turin est en train de résilier son contrat. Jaco, Paul Pogba à l'Olympique de Marseille, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce que c'est une grosse saucisse? Non, je pense pas que ce soit une grosse saucisse, c'est une éventualité. À mon avis, ça peut éventuellement le faire. Il peut arriver chez nous. Alors, évidemment, tout le monde a tapé sur Adrien Rabiot, ça sera pareil sur Pogba. Il faudra être patient. Mais lui, par contre, pour l'année prochaine, c'est un véritable leader.
Lui, si tu as été champion du monde, c'est aussi grâce à Pogba, qui a été impressionnant. Il est quand même un patron d'une équipe. Et ce garçon-là, il va te faire passer des paliers, c'est sûr et certain. Adrien Rabiot est un très très bon joueur, mais il n'a pas le caractère de Pogba. Pogba, je vais y arriver. Paul a des qualités physiques, mentales qui sont au-dessus de la moyenne. Et franchement, c'est sûr que si on avait la joie et le bonheur de retrouver avec nous pour la saison prochaine, ça ferait plaisir. Steph, après la venue de Rabiot, est-ce que le standing de l'OM est suffisamment important pour attirer ce genre de calibre? Bien sûr. Il ne faut pas se rappeler qu'elle était venue en match amical avec la Juve, l'ovation qu'il avait eu en sortant en cours du match par le Vélodrome. Donc voilà, il a toujours aussi aimé l'Olympique de Marseille. Donc si tu peux le faire venir, s'il y a même ne serait-ce que 2% de chance de le faire venir, il faut le tenter. Ce genre de joueur-là, comme te dis Jacques, va te faire progresser de 2, 3, 4 paliers. C'est des joueurs, comme ils disent en Italie, fiori classe. Donc voilà, ce mec-là, ce tempérament, cette technique-là. Après, oui, voilà, là où il va falloir vraiment, s'il vient à signer, déjà s'il vient à signer, il peut signer libre à partir de janvier, mais il pourra jouer qu'à partir du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il joue au mois de mars. Il va falloir le préparer physiquement, lui faire rebooter. La saison prochaine. Voilà, pour la saison prochaine, et lui laisser du temps de jeu. Après, même Pogba à 60%, mais je le prends matin, midi, soir. Oui. Et après, s'il doit mettre 3, 4, 5, 6 mois pour remonter à 100%, il est encore jeune, il a bien encore 3, 4 ans devant lui, je pense, à haut niveau, très haut niveau. Donc, faire venir rien qu'un Paul Pogba à l'OM, mais tu es malade, tu fais retourner le Vélodrome. C'est un fédérateur. Mais bien sûr. Et je pense que c'est pas innocent. Les supporters qui ont scandé son nom, ça lui a fait plaisir. Je pense que ce sont des éléments qui le feront venir. Allez, en attendant, si cette venue de Pogba est à classer dans les choses sérieuses ou dans les grosses saucisses, on verra ça d'ici quelques semaines. On en discutera bien sûr avec Karim Attab. Je sais pas ce que j'ai ce soir. C'est peut-être l'émotion. un peu la fraîcheur qu'il y a dans les nouveaux studios. C'est tout pour ce soir. On va essayer de prendre un petit café pour se détendre. Merci les frérots, merci Steph. Toujours un plaisir les amis. Merci bon Jaco. Merci les gars. Et à demain, 18h.